Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à l'atelier sur la cotère. Comme Jean-François le disait, mon nom est Alain Desparois, je suis directeur des études. Et donc, j'espère être en mesure de répondre à l'ensemble de vos questions sur la cotère. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous une petite présentation. Donc, ici, ce ne sera pas très long. Voilà. Vous me dites si vous voyez bien la présentation en question. Est-ce que vous voyez bien? Oui, Super, merci beaucoup. oui, oui. Donc, donc, voici le plan de la présentation pour ce soir. Je vais d'abord débuter par vous transmettre quelques informations générales en lien avec la cotère, puis je vais ensuite vous présenter une courte vidéo qui explique comment la cotère est calculée. Et je présenterai ensuite quelques statistiques là, gracéennes en lien avec la cotère de nos étudiants. Et je vais terminer par un mot sur l'impact de la cotère, l'impact de la COVID plutôt sur la cotère. Donc, sans plus tarder, quelques informations de base sur la cotère. Donc, je vais répondre aux questions, mais qu'est-ce que la cotère? Qui utilise la cotère? À qui sert la cotère? Qui calcule la cotère? Et enfin, comment la cotère est calculée? Donc, première question, qu'est-ce que la cotère? La cotère, en fait, c'est une cote de rendement au collégial. Donc, ça, c'est le vrai nom pour la cotère. Et comme son nom l'indique, c'est une mesure du rendement des étudiants au collégial. C'est une mesure qui se veut équitable pour tous les étudiants, sans égard au programme, à l'établissement d'enseignement ou aux caractéristiques du groupe d'appartenance de l'étudiant. Concrètement, ça signifie que la cotère d'un étudiant ne devrait pas dépendre de l'endroit où il étudie, de son enseignant ou des caractéristiques de son groupe. On entend souvent des préoccupations à propos d'étudiants forts qui pourraient être désavantagés s'ils se retrouvent, qui pourraient être avantagés s'ils se retrouvaient dans des groupes faibles. Par exemple, j'ai un ami qui étudie dans un autre collège, les étudiants sont moins forts, il y a eu 90, dans son groupe, la moyenne est 64. Puis là, on pense que nécessairement, il va avoir une cotère plus élevée parce qu'il y a un plus grand écart à la moyenne, il y a une note absolue qui est plus élevée qu'un autre étudiant, par exemple, qui aurait une note de 82 dans un groupe où la moyenne est de 74. Or, il n'en est rien. On va le voir dans la vidéo tantôt qui explique comment on calcule la cotère. Quand je dis on, là, ça exclut la personne qui parle. On verra aussi qui calcule la cotère. Mais la cotère contient des paramètres qui tiennent compte de la force du groupe, donc les étudiants euh, par rapport auxquels on est comparé. Parce que la cotère, ultimement, on va le voir, c'est un outil de comparaison entre les étudiants. Donc, dans les faits, au niveau de la cotère, il n'y a pas d'avantage à se retrouver dans un groupe fort ou dans un groupe faible. Avec un enseignant sévère ou avec un enseignant qui donne des notes plus hautes, plus faibles, etc., ça n'a pas d'impact. La cotère contient tous les paramètres pour uniformiser, si on veut, le résultat. Donc, si je résume, qu'est-ce que la cotère? Une mesure du rendement collégial, elle se veut équitable pour tous les étudiants, peu importe où on étudie, dans quel programme, avec quel enseignant. Puis on va voir d'un point de vue mathématique comment est-ce que c'est possible de créer une formule qui tend vers ça. Donc, qui utilise la cotère? En fait, la cotère, c'est pas pour les écoles secondaires, c'est pas pour les établissements collégiaux non plus. La cotère est utilisée par les universités pour classer et sélectionner les étudiants dans les programmes contingentés. La cotère va souvent servir à effectuer une présélection et les universités, vont l'utiliser de façon complémentaire avec d'autres mesures comme des entrevues ou des tests d'aptitude. Donc, lorsque vient le temps de sélectionner les étudiants pour les programmes très contingentés, les universités veulent choisir, j'aime pas le terme, mais ce qu'eux vont appeler les meilleurs étudiants au point de vue des rendements académiques. Et la cotère, c'est un outil de présélection qui ensuite, souvent, va être fait en complémentarité avec, comme je le disais, des tests d'aptitude ou d'entrevue comme en médecine, par exemple. Donc, qui calcule la cotère?
Est-ce que c'est l'université? Non. Est-ce que c'est le collège? Non. La cotère est calculée par un organisme qui s'appelle le Bureau de coopération interuniversitaire, qu'on appelle affectueusement le BCI. Les calculs sont effectués par le BCI pour l'ensemble des étudiants de la province et nous sont ensuite retournés. Donc, nous, on les reçoit dans les cégeps et les collèges. Détail, en raison de la COVID actuellement, il y a un retard dans les calculs de la cotère pour la session d'automne. Donc, nos étudiants qui étudient chez nous à la session présentement n'ont pas encore reçu les cotères pour la session d'automne 2020. Donc, celles-ci vont être disponibles seulement le 17 février. Mais ça, c'est des éléments qu'on ne contrôle pas, nous, au collège, à l'interne. Le collège, son seul rôle, c'est de transmettre les résultats des étudiants au ministère et le BCI récolte les résultats de tous les étudiants et va calculer la cotère pour l'ensemble des étudiants de la province et ensuite, ça va nous être retourné. Donc, c'est quand même un élément important parce que beaucoup de gens pensent que c'est nous qui calculons la cotère, mais il n'en est rien. C'est vraiment le BCI, notre ami, qui calcule les cotères pour nous. Maintenant, comment la cotère est calculée? La question. Donc, pour ça, on vous a préparé une courte vidéo que je vous invite à regarder avec moi. La vidéo est d'une durée d'environ 8 minutes. Beaucoup de rumeurs puis de fausses croyances circulent au sujet du calcul de la cotère. Pour vous aider à départager les mythes de la réalité, on va prendre le temps de s'attarder au calcul pour vraiment le comprendre. Depuis sa création, le calcul de la cotère a été peaufiné au fil du temps pour en arriver en 2017 à ce qu'on pourrait appeler sa version 2.0. Pourquoi? Parce qu'elle est plus fiable, plus juste et surtout plus équitable. On va observer chacun des paramètres et on va les décortiquer ensemble. Tout d'abord, on additionne 5. Pourquoi? Il faut comprendre que les paramètres précédents dans la formule peuvent être négatifs. Donc, c'est un ajout qui va nous permettre de nous assurer que la plus petite cotère soit de 0. C'est pas mal moins déprimant. Maintenant, on multiplie par 5. Si on n'effectuait pas cette opération-là, les cotères se situeraient dans un intervalle de 0 et 10. En multipliant par 5, l'intervalle est maintenant entre 0 et 50. Ça permet, au moment où les universités vont devoir discriminer, de le faire sur la 3e décimale, par exemple, plutôt que de devoir se rendre à la 4e, 5e ou même 6e décimale. C'est maintenant qu'on s'attaque au cœur de la formule, la cote Z au collégial, qui est calculée pour tous les cours qu'un étudiant va suivre au cégep. C'est une mesure qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Pour comprendre la cote Z, on va l'illustrer à l'aide d'un exemple, celui de Zénon et de Zoé. On va supposer que tous les deux veulent faire une demande dans le programme le plus contingenté de l'univers, un programme où on accepte uniquement un candidat. En tant que comité de sélection, on doit choisir le meilleur. On va regarder les informations au compte-gouttes pour nous permettre de prendre la décision la plus éclairée qui soit. On va s'intéresser aux résultats dans un seul cours. Zénon a obtenu 90 % alors que Zoé a un résultat de 80 %. Ici, la logique voudrait qu'on donne la priorité à Zénon. Mais est-ce qu'on serait certain de choisir le meilleur candidat? Pas vraiment. Donc, on va faire comme tout étudiant qui veut se comparer aux autres, on va regarder la moyenne du groupe. Qui on prend maintenant? Cette fois-ci, on aurait tendance à dire Zoé parce que son écart à la moyenne est supérieur. Par contre, encore une fois, on se rend compte qu'il nous manque des informations pour être en mesure de bien juger. On vous dévoile des données sur la composition du groupe pour aider un petit peu plus à la réflexion. On va supposer que nos deux étudiants appartenaient à des classes différentes, composées chacune de 20 élèves. Voici comment les résultats sont dispersés dans la classe de Zénon et dans celle de Zoé. Là, notre raisonnement nous fait pencher en faveur de Zénon. Parce que même si son écart à la moyenne est moins grand que celui de Zoé, quand on regarde la répartition des notes, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus exceptionnel. C'était le seul à avoir 90 %.
Dans le cas de Zoé, son écart à la moyenne a l'air beaucoup plus ordinaire, plus banal quand on regarde son groupe. Donc, l'information sur la constitution du groupe permet de dire si l'écart à la moyenne est vraiment exceptionnel ou non. C'est une information qui parle de la manière dont les résultats sont dispersés. Il existe une mesure statistique qui peut quantifier ça et c'est l'écart type. On calcule l'écart type dans chacun des groupes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? Eh bien, on l'utilise comme diviseur de l'écart à la moyenne. Ça, c'est la cote Z. Ça mesure le caractère exceptionnel de l'écart à la moyenne. C'est une bonne mesure si on veut comparer des étudiants qui appartiennent à des groupes semblables. Mais à partir du moment où les groupes ont des caractéristiques différentes, la cote Z permet une comparaison qui est vraiment moins fiable. On a besoin, nous, de savoir si Zoé et Zénon étaient comparés à des étudiants forts ou bien à des étudiants faibles. Pour avoir ce type d'information-là, on doit explorer l'indicateur de force du groupe. On va imaginer qu'on est au collégial dans une classe de calcul différentiel. C'est le premier jour de la session. Comment on fait pour savoir si les élèves devant nous sont forts ou faibles? Pour le savoir, on va aller regarder comment ils ont performé au secondaire et on va choisir d'aller voir ce qui s'est passé, mais pas dans l'ensemble des matières. On se concentre sur les 5 disciplines ministérielles de 4e et de 5e secondaire. Ici, on voit que Romy est une étudiante qui est vraiment performante. Mais pour savoir si elle s'est démarquée, on va comparer ses notes à la moyenne provinciale. C'est pertinent d'utiliser la moyenne provinciale parce que c'est des cours pour lesquels il y a eu une épreuve ministérielle. Donc, on a accès aux résultats de tous les élèves du secondaire qui ont fait le même cours que Romy au même moment. Ça, c'est la moyenne provinciale. On calcule l'écart entre la note de Romy et la moyenne. On a vu tout à l'heure que l'écart à la moyenne, ce n'est pas suffisant pour avoir une bonne comparaison. C'est vraiment important de relativiser en divisant par l'écart type. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a calculé l'écart type pour chacune de ces matières-là à l'échelle de la province. Ça veut dire que Romy n'est pas comparée aux étudiants de sa classe. Elle est vraiment comparée à l'ensemble de tous les élèves du Québec. Et là, c'est important d'insister sur cet aspect-là. Souvent, les étudiants vont dire et répéter un des mythes les plus persistants et ancrés en lien avec la cotère, en disant « Oui, mais moi, j'ai été pénalisée parce qu'au secondaire, mon enseignant était exigeant, parce que les élèves dans mon groupe étaient forts. C'est certain que ça va m'empêcher par la suite de me distinguer en ce qui a trait à la cotère. » Eh bien là, toutes les informations qu'on vient de voir nous permettent de comprendre que c'est vraiment une croyance erronée. On peut maintenant poursuivre en calculant la cote Z pour chacune des matières. Ça nous donne 5 cotes Z. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va calculer une moyenne pondérée. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, par exemple, le cours de sciences physiques a plus de poids que d'autres cours. Ça peut dépendre du nombre de périodes accordées à chaque semaine à la matière. Là, on fait la moyenne pondérée, ce qui nous donne 1,56. On va prendre un pas de recul parce que ce n'est pas tant Romy à l'heure actuelle qui nous intéresse. Ce qu'on veut connaître, c'est la force du groupe. On prend les 20 étudiants qui sont dans la classe de calcul différentiel et on fait exactement le même travail qu'on vient de faire pour Romy pour les 19 autres élèves de sa classe. On se rend compte que tout le monde a des cotes Z moyennes qui sont positives dans le groupe qu'on regarde. Ça veut dire que c'est des étudiants qui étaient forts au secondaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les valeurs? On veut résumer ça. On veut calculer la force du groupe. Ça va nous permettre de faire une moyenne de 1,78. Qui est notre force du groupe? On vient comparer chacun des étudiants au secondaire à l'ensemble de la province et on fait une moyenne de tout ça. Il reste une chose, un paramètre qui vient multiplier la cote Z, c'est l'indicateur de la dispersion de groupe. Ça, c'est le tableau qui mesurait les performances des élèves du groupe en 4e et 5e secondaire en les comparant à la moyenne provinciale. On calcule l'écart type de ça, ce qui nous donne 0,22. C'est un écart type qui est très, très petit. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous démontre que ce groupe-là, au niveau de sa force au secondaire, il était homogène. C'est des résultats peu dispersés, donc des étudiants de force semblable.
C'est un paramètre qui vise à amoindrir les biais qui sont observés dans des groupes homogènes forts ou encore dans des groupes faibles hétérogènes. Tout ça nous a permis de faire le tour de chacun des paramètres du calcul de la cotère. Mais s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est que vous, votre rôle, c'est de trouver un programme qui vous intéresse, qui vous stimule, qui vous passionne, de choisir le cégep dans lequel vous vous sentez bien. Parce que le seul facteur qui a vraiment un impact dans la cotère, c'est vous. C'est l'intérêt que vous allez porter à vos études et le temps que vous allez y investir. Voilà. Merci. Alors, voilà. Si on résume, je vais juste prendre quelques instants pour résumer là, le contenu de la vidéo. Donc, en gros, la cotère dépend de 3 paramètres principalement. Le premier paramètre, c'est la cote Z au collégial. La cote Z, qu'est-ce qu'elle fait? On va le voir, elle positionne l'étudiant à l'intérieur de son groupe. Et les 2 autres paramètres sont l'écart type des cotes Z au secondaire et la moyenne des cotes Z au secondaire, qui vient un peu là, ajuster la cote Z au collégial, qui était notre premier paramètre, qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Mais les universités ont besoin de savoir l'étudiant est positionné comment, pas par rapport à son groupe au collégial, mais par rapport à l'ensemble des étudiants de la province, quand eux doivent sélectionner pour les programmes contingentés. Et la façon de passer d'un positionnement à l'intérieur du groupe à un positionnement sur l'ensemble de la province, c'est de positionner le groupe lui-même à l'échelle de la province à l'aide de l'indicateur de force de groupe et de l'écart type des cotes Z au secondaire. Donc, si on reprend les éléments principaux qui ont été présentés dans la vidéo, la cote Z au collégial, telle qu'on l'a mentionné, c'est une mesure qui positionne les étudiants par rapport à son groupe. Ça tient compte, bien sûr, du résultat de l'étudiant, de la moyenne de son groupe et de l'écart type du groupe. Donc, entre le résultat et la moyenne, on a l'écart à la moyenne de l'étudiant et on divise par l'écart type pour avoir la cote Z au collégial. C'est ce qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Donc, par exemple, pour Zénon, qui a obtenu un résultat de 90, dans un groupe, la moyenne est de 76 et l'écart type est de 5,8, la cote Z est de 2,4. Ça signifie que le résultat de Zénon est situé à 2,4 fois l'écart type au-dessus de la moyenne. Zoé, même si elle avait 17,5 % en haut de la moyenne, comme les notes étaient beaucoup plus dispersées, elle était seulement 0,7 écart type au-dessus de la moyenne. Donc, sa cote Z était de 0,7. L'indicateur de force du groupe, tel qu'on le mentionne dans la vidéo, c'est un paramètre qui mesure la force d'un groupe au collégial à partir des performances du secondaire. Donc, au collégial, on se retrouve dans un groupe avec 30 autres étudiants qui viennent de différentes écoles secondaires. Et là, la cote Z nous positionne à l'intérieur de ce groupe-là. Mais ce groupe-là, à l'échelle de la province, est-ce qu'il est fort ou faible? Bien, c'est l'indicateur de force de groupe qui nous le dit. Et comme on mentionne dans la vidéo, pour calculer l'indicateur de force de groupe, bien, on calcule la cote Z au secondaire dans les matières ministérielles. Donc, pour chacune des matières ministérielles, chaque étudiant du groupe a une note. On soustrait la note à la moyenne provinciale pour cette matière-là. On divise par l'écart type provincial et ça nous donne la cote Z au secondaire de un étudiant du groupe. On recommence pour chacun des étudiants du groupe et la cote Z moyenne au secondaire des étudiants du groupe correspond à l'indicateur de force du groupe. Et enfin, il y a l'écart type des cotes Z au secondaire. Donc, c'est le 3e paramètre qui rentre dans le calcul de la cotère. Et comme mentionné dans la vidéo, c'est un paramètre qui vient corriger un biais qui était observé là, dans les groupes forts homogènes et dans les groupes faibles hétérogènes. Jusqu'à récemment, je pense que c'est 2016 ou 2017, la cotère n'incluait pas l'écart type des cotes Z au secondaire et il avait été observé après plusieurs années en analysant les données que certains étudiants pouvaient là, peut-être être un petit peu défavorisés, avantagés selon qu'ils étaient dans des groupes forts homogènes ou des groupes faibles hétérogènes. Donc, l'ajout de ce paramètre-là vient corriger ce biais qui avait été observé d'un point de vue là, expérimental.
Maintenant, on nous demande souvent si le fait d'étudier au collège peut nuire à la cotère. D'un point de vue théorique, la réponse est non, parce que la cotère contient tous les paramètres nécessaires pour permettre de bien positionner les étudiants de la province de façon équitable les uns par rapport aux autres, sans égard à l'établissement qui est fréquenté. Mais pour se convaincre, on peut regarder là, les résultats ou la distribution des cotères au collège André Grasset. Donc, ici, on vous montre les statistiques ou la distribution des cotères pour les finissants de 2019 en sciences de la nature. Donc, on avait 104 finissants en sciences de la nature en 2019. La cotère minimale était de 26,22, cotère moyenne 33,2 et cotère maximale 38,64. Pour un œil aguerri, il va facilement ou rapidement remarquer là, que ce sont des cotères plutôt élevés, pour ne pas dire très élevés. C'est certain que ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un très bon indicateur qu'il n'y a aucun risque au niveau de la cotère quand on choisit de venir étudier au collège André Grasset. On peut le constater aussi en regardant les cotères des derniers étudiants admis dans les facultés les plus contingentées à l'université. Donc, on se rappelle que l'utilité de la cotère, qui utilise la cotère, c'est les universités pour sélectionner les étudiants qui veulent entrer dans les facultés contingentées. Donc ici, on a une liste des programmes ou des facultés les plus contingentées. Puis on remarque avec les seuils du dernier étudiant admis dans la faculté. Et quand on compare avec notre distribution des cotères, on remarque que pour médecine, qui est probablement là, la faculté ou le programme le plus difficile à entrer à l'université, on a 3 finissants sur 10 qui ont terminé le programme de sciences de la nature avec une cotère suffisante pour entrer en médecine. Donc, c'est quand même un pourcentage très élevé, un pourcentage de 30 %. On a 40 % en physiothérapie avec 2 étudiants sur 5, 2 finissants sur 5 qui ont une cotère suffisante pour entrer en physiothérapie. On est à 50 % en médecine vétérinaire et on atteint 60 % en médecine dentaire. Donc, ça, c'est pour une vue globale de la cotère. Maintenant, la question qui, j'imagine, vous turlupine un peu, c'est de dire, mais et la COVID là-dedans, dans tout ça, qu'en est-il? Donc, j'y arrive. Donc, la question qui se pose, c'est, comment est-ce que la COVID va modifier le calcul de la cotère pour les futurs étudiants? Donc, il faut mentionner, vous devez être au courant qu'en raison de la pandémie, le ministère a annulé les épreuves ministérielles au printemps 2020 et au printemps 2021. Donc, bien sûr, ça n'a pas d'influence sur le calcul de la cotère, la cote Z, pardon. Donc, la cote Z qui dépend seulement des résultats au collégial. Donc, quand vos enfants vont être rendus au collégial, ils vont avoir des résultats, on va calculer une cote Z. Sauf que la cote Z va le positionner à l'intérieur du groupe, mais le BCI a besoin de positionner le groupe à l'échelle de la province. Et il fait ça avec l'indicateur de force du groupe et les K-types des cotes Z au secondaire, qui normalement sont calculés à l'aide des épreuves ministérielles, ou du moins des matières ministérielles. Donc, comment le BCI va faire pour calculer ces 2 paramètres-là pour être capable de calculer une cotère pour l'ensemble des étudiants de la province? Donc, en fait, la réponse, elle est donnée sur le site du BCI. Tantôt, on pourra peut-être mettre dans le clavardage le lien vers le site du BCI. C'est une mine d'or d'informations. Et l'information est sortie récemment, le 27 janvier. Donc, où il précise que pour calculer l'indicateur de force du groupe et les K-types des cotes Z au collégial, le BCI va utiliser les notes de l'école. Donc, comme il n'y aura pas d'épreuve ministérielle, il va prendre les notes locales de l'école, mais il va les corriger par un indice de force de l'école et un indice de dispersion de l'école. Et ces indices-là de force de l'école et de dispersion de l'école, il va les calculer à l'aide des résultats des étudiants de l'école aux épreuves ministérielles de 2019. Donc, avec les résultats des étudiants de l'école aux épreuves ministérielles de 2019, il va établir un indice de force de l'école et un indice de dispersion de l'école. Et donc, il va avoir
des notes école qui vont servir à calculer une cote Z école à l'échelle locale de l'école, donc une cote Z au secondaire à l'échelle de l'école. Et il va utiliser ensuite un indice de force de l'école et un indice de dispersion, donc l'équivalent des écarts types, pour placer l'école, si on veut, à l'ensemble de la province. Et ça va permettre de placer chacun des étudiants à l'échelle de la province. C'est comme ça qu'il va ajuster la cote Z au secondaire des étudiants. Et ensuite, cette cote Z-là va servir à calculer l'indicateur de force du groupe au collégial et l'écart type au collégial. Donc, il y a une couche supplémentaire. On ne peut pas aller chercher directement l'indicateur de force du groupe seulement en calculant les cotes Z au secondaire directement, parce que les cotes Z, on ne peut plus les calculer sur les épreuves ministérielles, donc on les a plus à l'échelle de la province. On les a à l'échelle locale, mais on les transforme à l'échelle de la province avec un indicateur de force d'école et un indicateur de dispersion d'école. Les matières utilisées demeurent inchangées. Donc, c'est les mêmes matières qu'on utilise pour la cotère actuelle. La raison est que pour l'indice de force de l'école et pour l'indice de dispersion de l'école, on utilise les résultats aux épreuves ministérielles de 2019. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie d'avoir été présent. Bien sûr, je vais demeurer en ligne pour répondre à vos questions. J'espère que la présentation a pu déjà répondre à quelques-unes de vos questions. Et bien, ça va me faire plaisir de répondre à d'autres questions si vous en avez. Je vais prendre une première question. Donc, une première question qui dit « Donc, nos notes au secondaire ont un grand impact sur notre cotère. » En fait, pas tant que ça. Et à peu près pas du tout. Dans le sens où ce qui a le plus d'influence sur votre cotère au collégial, c'est bien sûr vos résultats au collégial, qui sert à calculer votre cote Z au collégial. Mais votre cote Z, comme je disais, elle vous positionne par rapport à votre groupe au collégial. Les résultats au secondaire, ils servent à calculer l'indice de force du groupe. Mais votre résultat à vous au secondaire n'a pas tant d'importance parce que votre groupe est composé de 30 étudiants. Donc, vos résultats au secondaire comptent pour un 30e. Et il y a les 29 autres étudiants qui, eux, on utilise les résultats au secondaire à l'épreuve ministérielle pour calculer l'indice de force du groupe. Donc, ce n'est pas les résultats qu'on a eus personnellement au secondaire qu'on traîne avec nous et qui vont modifier la cotère. Les résultats qu'on a eus au secondaire, ils restent derrière. Ils ont une mini-influence sur l'indice de force du groupe dans lequel on va être parce qu'on influence la force du groupe comme tous nos collègues de classe, mais on ne traîne pas nos résultats avec nous. Je ne sais pas si ça répond adéquatement à votre question, Madame, je vois là de Mathis. Monsieur Parent, donc comment sera calculé l'indicateur de force du groupe s'il n'y a pas eu d'épreuve ministérielle en secondaire 4 et 5? Donc, je l'ai mentionné, je le répète rapidement. En fait, l'indicateur de force du groupe, donc, normalement, c'est la moyenne des cotes Z au secondaire et les cotes Z au secondaire sont calculés à l'aide des épreuves ministérielles. Comme là, il n'y a pas d'épreuve ministérielle, il va y avoir deux étapes pour calculer la cote Z au secondaire. Une première cote Z calculée à l'échelle de l'école, à l'échelle locale. Et cette cote Z-là à l'échelle locale, on va ensuite la modifier en tenant compte des résultats des étudiants à cette école-là aux épreuves ministérielles de 2019. Les résultats à l'épreuve ministérielle de 2019 nous servent à calculer un indice de force de l'école, un indice de dispersion de l'école, et donc la cote Z locale qu'on a au secondaire à l'école, on l'ajuste avec l'indice de force de l'école, et ça nous donne notre cote Z au secondaire. Et ensuite, on fait la même chose. Chaque étudiant du groupe a une cote Z au secondaire. On calcule la moyenne des cotes Z au secondaire à l'intérieur du groupe et ça nous donne l'indice de force du groupe pour la cotère. Donc, je renvoie là, les remerciements à tous ceux qui ont dit merci. Donc, c'est très apprécié. Bonjour, est-ce que l'enregistrement sera disponible? Je vais laisser Elisabeth ou Jean-François répondre. Donc, je poursuis les questions. Il y avait justement la question, avez-vous l'adresse du BCI? Donc, ça vient d'être transmis.
Comment la cotère peut être influencée par l'école à distance avec l'augmentation de certaines moyennes de classe. Donc, on l'a mentionné tantôt, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où si la moyenne augmente, c'est tout le temps par rapport à comment l'étudiant va se situer par rapport à la moyenne. Donc, par exemple, là, c'était une question fréquente, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Il y avait des fois, on disait, ben, surtout avec les évaluations à distance, des fois, il y a plus de risques de fraude, donc les moyennes sont plus élevées. Tout le monde a 80 ou 85. Ben, c'est certain que c'est un petit peu plus difficile peut-être de s'écarter de la moyenne, mais en même temps, si la moyenne est plus élevée, mais qu'il y a moins de dispersion, l'écart type est plus petit. Et là, je vous rappelle que la cote Z, qui est un élément principal de la cotère, c'est l'écart à la moyenne divisé par la cote Z. Donc, en principe, tout ça s'ajuste. Nous, au collège, on a maintenu les évaluations en présence. Donc, autant là, au printemps que cet automne et cet hiver encore, les évaluations vont se faire en présence. Donc, au collège, chez nous, pour les évaluations, c'est en présence. Donc, il n'y a pas d'incidence là, sur les moyennes, les résultats des étudiants. Puis même, on a sorti les statistiques récemment à l'automne. Les taux de réussite sont les mêmes, les résultats sont les mêmes. Les fluctuations, il y en a un petit peu comme il y en a d'année en année, mais il n'y a pas de tendance à la hausse ou à la baisse, que ce soit là, au niveau des résultats ou des taux de réussite au collège. Je ne sais pas si Mme Lafont, ça répond adéquatement à votre question. Donc, Mathis qui dit, donc, nos notes personnelles n'ont pas d'impact directement, si je comprends bien. Les notes personnelles au secondaire n'ont pas ou peu d'impact, mais vos notes au collégial ont un impact majeur. Ça, c'est certain, parce que ça calcule le premier paramètre le plus important qui est la cote Z. Donc, c'est certain qu'il faut que vous... C'est pour ça que dans la vidéo, à la fin, on dit, ce qu'il y a d'important, là, c'est de vous retrouver dans un milieu où vous allez être capable de performer le plus possible ou le mieux possible. Ça, c'est l'environnement où c'est que vous allez être le mieux. C'est que vous allez avoir envie de venir étudier et vous allez avoir du plaisir à étudier. Ensuite, la note absolue. Est-ce que vous allez avoir 78? Est-ce que vous allez avoir 85 ou 91? Ça n'a pas tant d'importance parce que la note absolue, elle va être effacée par l'écart à la moyenne et qui va être divisé par l'écart type à l'intérieur de votre groupe. Donc là, on peut se dire, ah oui, mais donc, je ne veux pas me retrouver dans un groupe où la moyenne est trop élevée parce que si je me retrouve en bas de la moyenne, je vais avoir une cote Z négative. Mais encore là, c'est qu'on ajoute un indice de force du groupe. Donc, si vous êtes dans un groupe comparé à des étudiants très forts et que vous êtes un peu en bas de la moyenne, ben, l'indice de force du groupe va venir compenser. Et ça peut être plus avantageux d'être légèrement en dessous de la moyenne dans un groupe qui réunit des étudiants très forts que d'être en haut de la moyenne dans un groupe qui réunit des étudiants faibles. Parce que quand on est en haut de la moyenne, on va avoir une cote Z positive, mais l'indice de force du groupe peut va faire diminuer la cote R et inversement. Mais en tous les cas, l'élément principal et le seul sur lequel vous avez du contrôle, c'est votre résultat. Fait que oui, votre résultat est important, il est super important. Et ce qu'il faut retenir, c'est que votre résultat est important, mais ce qui n'a pas d'importance, c'est la moyenne du groupe, c'est est-ce que vous êtes avec un prof qui est sévère ou qui est moins sévère? Est-ce que vous êtes comparé à des étudiants forts ou faibles? Parce que la cotère va tenir compte de tout ça et va ajuster les paramètres pour dire, bien, si vous vous retrouvez dans un groupe qui est plus fort, il y a un paramètre qui vient compenser. Si vous vous retrouvez dans un groupe plus faible, il y a un paramètre qui vient compenser. Donc, le seul paramètre qui compte vraiment, c'est votre résultat dans vos cours au collégial. Sinon, comment se calcule la cotère pour les programmes 2 et 3 ans? En fait, ce que je vous ai décrit là, la cotère, elle se calcule pour chacun des cours. Donc, chaque cours, on a un résultat
il y a une moyenne dans le groupe, on fait la différence, l'écart à la moyenne, on divise par l'écart type. Ça, c'est la cote Z pour le cours. La cote Z pour le cours, on ajoute l'indice de force du groupe pour le cours, on tient compte des écarts types pour le cours, et ça donne une cotère pour le cours. On a plusieurs cours, on fait une moyenne des cotères pour avoir la cotère à cette session-là. Et pour chacune des sessions, on calcule une cotère. Et tout ça, c'est pondéré, c'est-à-dire qu'un cours qui compte pour une unité, ben, la cotère va avoir moins de poids qu'un cours qui compte pour 2 unités, par exemple, le nombre d'unités étant relié au nombre d'heures de cours durant la semaine. Donc, la cotère est calculée pour chacun des cours. On fait une moyenne pondérée. Il y a une cotère pour chacune des sessions. Et on fait une moyenne pour chacune des sessions pour avoir la cotère globale. L'écart type semble avoir un grand impact sur la cotère. Comment savoir si un collège aura tendance à réunir des groupes dont l'écart type est grand ou petit? Je crois qu'il n'y a pas de façon de le savoir. C'est un peu le hasard, vraiment. Même à l'intérieur d'un collège, à l'intérieur des groupes, donc ça peut varier quand même passablement. Je ne crois pas qu'il y a de façon. Puis aussi souvent, c'est lié, c'est que si on a un écart très petit, c'est qu'on a des étudiants qui ont des profils qui se ressemblent. Donc, si par exemple, on a un écart très petit parce qu'on regroupe beaucoup d'étudiants forts, ben là, on va avoir par exemple un petit écart type, mais avec une moyenne, je ne sais pas, de 80 ou 83. Donc, c'est difficile de se démarquer quand on est dans un groupe avec beaucoup d'étudiants forts. C'est pour ça que souvent, le résultat, ça va être que l'écart type est petit. C'est-à-dire que ben, comme c'est difficile de se démarquer, un écart type petit fait que si on arrive à se démarquer, on a quand même une cote Z significative. Mais tout ça, c'est une répartition statistique des étudiants. Il y a peut-être des collèges là, qui ont des profils d'étudiants plus homogènes que d'autres. Mais ça reste, selon moi, là, une question de... Il n'y a pas de façon, selon moi, de savoir si les écarts types vont être petits ou grands pour un collège donné. Ah, donc, Madame Laurence, donc, est-ce que je pourrais connaître la force du groupe de mon école? Je ne crois pas. En fait, nous, on ne les a pas. C'est ça que j'expliquais au départ. Donc, les cotères sont calculés par le BCI. Chaque école transmet les résultats au ministère et c'est tout ça, le BCI va chercher ça. Mais le BCI, pour calculer les cotères, ça prend les résultats des étudiants au collège parce qu'ils calculent pour chacun des étudiants au niveau collégial, mais chacun des étudiants du groupe, il faut qu'ils aillent chercher ces résultats au secondaire. Et les étudiants d'un même groupe viennent de plusieurs écoles secondaires. Donc, chaque école secondaire a transmission au ministère et c'est le BCI qui va chercher toutes ces informations-là et qui fait ces calculs-là. Donc, nous, on n'a pas moyen de le faire et je ne crois pas que vous ayez moyen de le faire non plus. En fait, moyen de le calculer. Votre question est plus, est-ce que c'est possible de connaître la force du groupe? En fait, nous, on ne les connaît pas. Je doute que le BCI là, puisse distribuer les indices de force du groupe, là, des différents groupes. En fait, là, en relisant votre question, moi, je répondais pour la cotère classique, l'indice de force de groupe, mais vous, votre question est davantage l'indice de force de votre école, je crois. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait vérifier avec le BCI. Donc, est-ce que la réputation du cégep a une influence sur l'acceptation dans un programme contingenté à l'université? Excellente question, Naomi. C'est tout le temps difficile de répondre à ça parce qu'en fait, comment l'université va choisir ses étudiants, c'est quelque chose qui ne tient pas, pour lequel nous, on n'a aucune prise, on ne sait pas. Puis c'est assez variable, je vous dirais. Là. Je crois que l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Concordia ont des pratiques assez différentes. Je pense que la cotère vient un peu atténuer là, l'effet de la réputation. À mon époque, il n'y avait pas de cotère.
À mon époque, on se présentait à l'université avec une cote Z qui était uniquement locale au cégep où on avait étudié. Et là, assurément, l'université avait une charte, là, dépendamment des cégeps, d'où on provenait, quels étaient les cégeps forts, la réputation, etc. Donc, deux cotes Z équivalentes n'étaient pas traitées de la même façon. La cote R atténue ça. Il y a aussi des tests d'admission, choses comme ça. C'est sûr que je pense que les collèges qui ont bonne réputation, ça ne peut pas nuire. Je pense, entre autres, nous, on a le programme DEC+, donc, qui est un programme en sciences de la nature enrichi. Donc, c'est un programme dans lequel il y a des activités supplémentaires, mais c'est les mêmes cours que le programme sciences de la nature régulier. Donc, pour une même cotère, il y a probablement certaines universités qui vont peut-être apprécier les étudiants qui viennent du programme DEC+. Mais tout ça, ça reste un peu hypothétique. Je ne pourrais pas vous assurer ou vous garantir à quel point les universités tiennent compte là, de la réputation des différents collèges. Et quel est l'impact des incomplets sur le calcul de la cotère à la session d'automne 2020? Quel est l'impact des incomplets sur le calcul de la cotère? En fait, il est nul. Pour la raison suivante, c'est quand on calcule la cotère, je ne suis pas allé dans tous les détails, mais quand on calcule la moyenne du groupe au collégial pour calculer la cote Z, on enlève tous les résultats en bas de 50 %. Donc, ils sont exclus du calcul de la cotère, c'est le BCI qui fait ça, ça fait partie de l'algorithme. Donc, souvent, les incomplets, c'est des cours qui ont été abandonnés par des étudiants qui n'étaient pas en mesure de compléter le cours. Donc, s'il n'y avait pas eu d'incomplet, il est à peu près certain là, que ces cours-là, l'étudiant aurait eu une note, aurait eu un échec, probablement en bas de 50, et de toute façon, il n'aurait pas compté dans le calcul de la cotère. Donc, ça, on est à peu près... on entend là, dans le réseau des gens qui s'inquiètent. Pour notre part, nous, il n'y a pas de... Je suis pas mal certain, là, on a fait pas mal d'analyses et il n'y a pas d'impact sur la cotère du nombre d'incomplets. Et peut-être, je glisse juste une petite information. On a vu là, dans les journaux, vous avez sans doute vu aussi là, que dans certains collèges, il y avait une explosion des demandes d'incomplets. Des fois, là, le nombre de demandes d'incomplets était multiplié par 8, par 10, par 12 par rapport aux sessions précédentes. Donc, chez nous, c'est certain qu'il y a eu une augmentation, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus modeste. Donc, quand même, la plupart des étudiants ont terminé la plupart de leurs cours, beaucoup de leurs cours. Comme je l'ai mentionné tantôt, les taux de réussite ont été maintenus. Tout ça. Donc, il n'y a pas eu de gros changements là, en termes de volume et ça n'a pas eu d'influence sur la quota. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ça a vraiment été un plaisir. Merci à Jean-François aussi de m'avoir accompagné. Puis merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis en espérant là, peut-être vous revoir au collège, sinon avoir l'occasion de collaborer avec vous éventuellement. Bonne soirée, merci encore.